Joël Ursule, bonsoir et bienvenue dans le MDL Show. Bonsoir, je suis vraiment très heureuse d'être là. Un bonheur pour nous de te recevoir, pour nous tes frères, pour nos sœurs, tes cousines de New York, de Miami, de Los Angeles, de Montréal. Une conversation hyper profonde. Joël Ursule, nous allons parcourir durant cette heure avec toi l'univers. Quand je dis l'univers, nous allons faire le tour de tout ce qui concerne l'être humain que je suis, l'être humain que tu es, les êtres humains qui nous écoutent. Nous allons toucher à tous les sujets. Comment tu vas, Joël? Mais moi, ça va bien. Je suis en Guadeloupe, chez moi, et ça va. Allez, je dis ça va. Ben c'est le plus important, l'essentiel, c'est que ça aille et que tu aies gardé cet esprit positif, cette énergie qu'on a connue depuis toujours. Alors une conversation qui va démarrer déjà et on va pas perdre le temps, c'est la formule dans le MDL Show. Joël Ursule, tu fais partie de l'actualité en ce moment, c'est clair, et surtout avec cette lettre adressée au président français François Hollande. Qu'en est-il exactement? Je crois que certains sont déjà au courant. J'ai été choquée par une phrase du président. Il est censé être président de tous les Français, et donc lors de la commémoration des 70 ans d'Auschwitz, en fait, de la Shoah, il a dit: la Shoah est le plus grand crime jamais connu, le plus grand crime jamais commis dans l'humanité. Et moi, je suis tombée de mon fauteuil quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, nous sommes en 2015 et M. Hollande n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de hiérarchiser, en fait. Parce que dans son allocution, plus loin, il cite les autres génocides, amérindiens, arméniens, etc. Donc c'est lui-même qui hiérarchise. Donc c'est lui-même qui génère toutes ces inégalités qu'il y a en France. J'ai vécu 30 ans en France et je sais ce que mes amis, qu'ils soient africains ou antillais, ont vécu. Donc j'ai été choquée. Donc j'ai d'abord commencé par écrire sur un réseau social, et puis après j'ai pris ma plume poussée par aussi des gens qui me suivaient sur ce réseau social. Kylian El Diaye qui m'a dit écris Joël, écris. Alors voilà, je me suis dit, j'ai passé la nuit à écrire au président pour lui dire que il n'y a pas que la Shoah. Je ne veux pas faire de comparaison, parce que évidemment après cette lettre, forcément on m'a traité d'antisémite parce que j'ai pris un exemple. J'ai dit que quand on marche sur le pied d'un juif en France, c'est une agression antisémite. Oui. Je suis désolée, c'est la vérité. Je n'ai absolument rien, je ne suis pas antisémite. Déjà, je ne suis pas raciste. Parce qu'une histoire de antisémite, raciste, alors antisémite, c'est que pour les juifs. Enfin, déjà, tout ça m'agace un peu. Je ne suis pas raciste. Donc, je dis simplement j'ai voulu lui dire une vérité, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire lui, en tant que chef d'État. Il ne peut pas se permettre de hiérarchiser. Alors, si on se met à comparer, excusez-moi, voilà, là, on va dire de moi que je suis antisémite. Ouais. Je n'ai absolument rien, au contraire. On doit honorer tous les morts, on doit respecter, parler de tous les génocides, mais ne pas parler que de génocide. Absolument. Que la Shoah.
Je ne suis pas d'accord. Et Oui. je retiens dans cette lettre que j'ai lue, et elle est disponible, amis auditeurs, amis auditrices, sur nos réseaux sociaux, et bien sûr sera bientôt disponible sur le site de lavoixdelafrique.net. Alors, je retiens dans cette lettre cette phrase, c'est ce genre d'hiérarchisation des horreurs de l'humanité qui engendre d'autres discriminations. Tout aussi pernicieuse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël. Oui, mais pour moi, je n'ai rien dit de méchant, ni d'antisémite, ni de particulier. Je dis juste une vérité. Absolument. Une vérité, que je pense que tous les Noirs, quels qu'ils soient, ont vécu la même chose. On se sent toujours un peu mis de côté. Alors évidemment, après, moi en tant que Guadeloupéenne, j'ai une histoire. J'ai une histoire avec l'Afrique qui est complètement en moi, quoi. Voilà, pourquoi moi, pourquoi comme ça, parce que j'ai d'autres mélanges chez moi. J'ai des Indiens, des Amérindiens, des Caraïbes, on va dire. Mais j'ai toujours été très proche de l'Afrique. Donc je ne peux pas accepter que pour moi des discriminations comme ça se font, et surtout de la part du président. Alors là, j'étais furieuse sur le moment, et donc c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre en lui disant voilà, il y a des choses qui se passent en France. Moi, j'ai eu tellement d'amis africains ou maghrébins qui ont eu des problèmes à Paris. Je n'ai vu aucun politique, même les nôtres, en parler. Je n'ai vu aucun journaliste en parler. Personne. Donc on peut battre les Noirs, on peut les tuer, les faire ce qu'ils veulent, mais en fait on parle jamais de nous. On parle jamais de nous. Alors il y a des choses. Je crois que peut-être que c'est le fait que je sois plus mature. Et que ces choses m'agaçaient déjà depuis longtemps. Mais on savait que Absolument. on ne pouvait rien faire. Joël, on ne pouvait rien faire. Tout à fait, juste pour te reprendre, tu sais, comme je le dis très très souvent, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Tu as juste exprimé un sentiment qui est en toi et qui, bien sûr, et que partagent la plupart de nos auditeurs, de nos auditrices et des personnes surtout conscientes de leurs valeurs et qui surtout comprennent le fonctionnement de cette planète. Et cela est très très important. Et nous voulons ici déjà toute l'équipe et au nom de tous ceux et toutes celles qui partagent bien sûr ces opinions-là, surtout venant de personnes, d'icônes comme toi, de personnes qui peuvent porter la voix des autres plus loin, surtout être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, parce que j'aime pas dire la voix des sans voix, car tout le monde pour moi a une voix. Il y a plusieurs façons de s'exprimer, on se comprend, c'est clair. Donc Joël, merci de ton courage et merci de prendre les devants et merci surtout de savoir qui tu es. Hein, c'est très important, car il faut savoir qui on est pour s'exprimer. Hein, très important, c'est très important fondamental. de savoir qui on est et de ne pas entraîner. Je n'ai pas eu envie d'entraîner les gens dans la haine ou dans une guerre absolument ou quelque chose. Absolument pas. Voilà, juste dire qu'on peut vivre ensemble. Il y a des moments où on vit ensemble, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de religion un peu partout. On a l'impression qu'on revient, qu'on fait un bond en arrière et que ça y est, les guerres de religion reprennent. On peut vivre ensemble. Alors, mais je me dis, est-ce que les gouvernements, est-ce que les pays capitalistes ont envie de cette paix? Ben, ça c'est une question, c'est la question, comme on le dit ici, this is the $64,000 question. C'est la question des questions, la question clé et fondamentale. Et j'allais même demander, parlons de ce terme, de ce groupe de mots
quand on parle de liberté d'expression. Oui. Je me demande pourquoi même il faut une liberté d'expression. Il faut simplement de l'expression. Et pourquoi même il fallait même une liberté d'expression. À la base, il faut déjà qu'on puisse s'exprimer. Enfin, j'ai l'impression, Joël, je suis sûr que tu me comprends, c'est incroyable le fait qu'on ait approuvé sa dignité, approuver son honorabilité, approuver ce que l'on est. J'ai l'impression qu'il y a une communauté, il y a des groupes ethniques, il y a une race qui est prise dans ce piège à devoir toujours prouver son appartenance à cette belle planète, son existence, sa dignité doit être permanemment remise en question et elle doit, je parle bien sûr de la race black, noir, eh bien qu'on se comprend, hein, Joël, noir, ça ne veut pas dire forcément black, black n'est pas dark, dark n'est pas black, on se comprend parce que tout ce qui est noir n'est pas forcément black, hein. Bon, enfin on se comprend. Donc je veux dire, pourquoi ça vient d'où selon toi? Est-ce que parce que moi souvent j'arrive pas à comprendre pourquoi il faut qu'on ait approuvé cette dignité-là, cet aspect humain, juste être cet être humain, tout comme les autres êtres humains. J'ai l'impression que c'est là le problème et j'ai une autre question qui viendra plus tard. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi selon toi? Je n'ai pas la science infuse. Je me dis que j'essaie de comprendre. Je lis, j'essaie de comprendre les choses. Je me dis que... alors, je vais prendre un exemple. Dans la Bible, il est écrit... Alors, je suis croyante pas pratiquante. Parce que j'ai un problème historique. J'ai un problème historique avec l'Église. Vu que le pape Nicolas V a prouvé, enfin il a dit qu'on pouvait mettre les Noirs en esclavage parce qu'on n'avait pas d'âme, c'était bien un pape. Vu que Barbie a été cachée dans des églises, j'ai un problème. Vu qu'il y a trop de pédophiles, j'ai un problème avec l'Église. Donc en fait, je suis croyante, je vais sous un cocotier et je prie partout où je veux, sans aller à l'église, et ça me va très bien comme ça. Ça me va très bien. Je dis simplement que quand on prend la Bible, alors je ouvre la Bible et puis on voit le peuple élu, mais le peuple élu, c'est les Juifs, c'est Israël. Je dis, mais j'ai un problème là. C'est où je comprends mal ce qui est écrit dans la Bible. J'ai un problème avec le français, je sais pas. Mais quand on me dit que le peuple élu donc est amené à errer dans le monde et à qui erre dans le monde, qui subit dans le monde, dans n'importe quel pays du monde, qui subit, c'est le noir. Alors, évidemment, historiquement, on se dit que les Juifs n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas blancs au départ. Au départ, ils n'étaient pas blancs. Donc, voilà. Donc, je me dis, qui erre dans le monde, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là les premiers. Il n'existait pas de Noirs. Il n'existait aucune autre race à part les Noirs. Et que il a fallu donc partir dans d'autres on va dire d'autres contrées, etc. pour comment on dit j'allais dire blanchir la race. Avant, les Noirs ne savaient pas qu'ils étaient noirs puisqu'ils étaient tout seuls noirs, donc ils n'avaient rien il n'y avait pas ce problème-là, puisque voilà, il n'y avait pas ce problème-là. Il n'y avait même pas de problème de savoir pourquoi t'es machin, voilà, on est comme ça, c'est tout. Absolument. Après, ça vient des autres. Ça vient de ces gens qui ont déjà, je parle de la traite négrière, donc évidemment je fais un bond, je parle de la traite négrière, la traite transatlantique, arabo-musulmane, je parle de la orientale, tout, au plus loin que je me souvienne, on souffre, nous. Il faut prouver aujourd'hui. Alors, on est engagé dans une boîte, dans une grosse entreprise en France,
ou aux États-Unis, on est obligé de prouver. On est obligé de prouver, surtout en France, pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, quand on est compétent, même si ça reste raciste, je dis que quand on est compétent, on a une chance d'y arriver. En France, non. En France, non. Il faut se battre. Il faut toujours se battre. Alors, quand tu parlais de la liberté d'expression, justement. Alors évidemment, c'est venu avec les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Alors ça y est, alors tout le monde a le droit de parler. Alors Zemmour, qui a passé des mois, enfin des années en télé, en radio, craché sur les Noirs et les Arabes, ça n'a gêné personne. Moi, j'arrive en télé et je dis un truc, une petite chose sur un juif, j'ai des problèmes. Ouais. Problème. Alors comment veux-tu que nos enfants demain, nos enfants aujourd'hui soient heureux, ne soient pas agressifs, ne soient pas parce que quoi qu'ils fassent, on peut avoir un bac plus 5, on est chômeur. On a un bac plus 5, on est caissière à Carrefour. Voilà, c'est ça notre truc aujourd'hui. Donc la liberté d'expression, elle est arrivée donc avec les attentats de Charlie Hebdo. Alors, je t'avoue que moi j'ai dit tout de suite, je crois que j'étais une des premières à mettre sur mon mur, je suis Charlie. Mais attention. Je suis Charlie dans l'absolu. Ça veut dire que je refuse, je n'accepte pas qu'on tue des gens pour leurs idées. Je peux pas comprendre. Mais par contre, je ne suis pas Charlie Hebdo. Je ne serai jamais Charlie Hebdo. J'estime que les caricatures étaient blasphématoires. On peut pas, comment je vais dire, on peut pas insulter plus d'1 milliard de personnes sur Terre et dire qu'on veut, parce que c'est ça qu'il disait, on veut leur ouvrir l'esprit. Le blanc a toujours besoin de m'ouvrir l'esprit. Je n'ai pas besoin de lui pour m'ouvrir l'esprit. Donc en fait, il a besoin de me choquer pour que je puisse comprendre. Moi, j'ai vu la une de Charlie Hebdo, les Français aussi contre les nègres. Il y en a eu pas mal. Je n'ai jamais acheté Charlie Hebdo. Je n'achèterai jamais Charlie Hebdo. Charlie Hebdo titrait à 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, ils sont à 200 000. Mais voilà. C'est merveilleux, c'est fantastique. Donc la liberté d'expression, elle n'est que dans un seul sens. Bien sûr. Puisque Dieudonné, voilà, Dieudonné ne passe pas en télé. Mais pourquoi il ne passe pas en télé? Parce que, alors, je fais la différence entre juifs et juifs. Bien sûr. Parce qu'il y a des résistants, il y a des gens qui pensent comme moi et qui sont juifs. Voilà, il y a des gens qui sont comme moi, mais par contre, on n'en entend pas parler, il faut surtout pas dire. En télé, Dieudonné ne passe plus en télé. Il y a eu tout un truc, on l'a diabolisé, etc. Parce que je suis allée voir son spectacle, j'ai rigolé, je me suis amusée, voilà, rien de comme n'importe quel humoriste. Est-ce que Michel Leb, on l'a empêché de passer à la télé? Lui qui faisait son sur les noirs et les lunettes et le nez et machin, etc. Ça ne gênait personne. Absolument pas. Éric Blanc a disparu de la télé française parce qu'il a osé faire un sketch sur Chapier, sur Henri Chapier et Frédéric Mitterrand. Ben oui, on se souvient. Oui, tout à fait. Voilà pourquoi, Joël, il est clair et évident qu'il y ait des voix comme la tienne pour justement équilibrer ou du moins rééquilibrer les choses. Mais j'allais justement. Oui, mais on a. Tout à fait. Nous, on a un travail, on a un gros travail à faire. Alors je vais parler de choses qui vont peut-être choquer certaines personnes. On a un travail à faire en Afrique. Il y a un travail à faire aux Antilles françaises. Absolument, et ce sera... Je dis ce mot Antilles françaises, enfin Antilles, je sais pas. Alors, on a un travail à faire entre nous, parce que la lettre de Lynch, que certains connaissent, donc qui expliquait comment avoir le noir, comment avoir la paix pendant au moins 3 siècles. Okay.
c'est ce qui arrive, on a divisé. Le vieux, on doit le monter contre le jeune. Le jeune, on le monte contre la femme, la jeune femme. La vieille femme, voilà. Et c'est ça. Et quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre société, on ne s'aime pas. Mais voilà. Ben voilà. Et à ce propos, Joël, c'est clair, j'allais même t'en parler, même ce matin, ici à New York, j'étais là, dehors, je vaquais à mes occupations, et c'est clair que parler à quelqu'un dans le train, dans le métro ou quoi que ce soit, c'est pas évident, quoi. Il n'y a pas de connexion, tout le monde se retrouve à papoter sur son iPad, son iPhone, et on ne communique pas, on a les écouteurs là, quelque part et tout. Mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va souffler un tout petit peu. Allô Joël, t'es avec... Oui. On va souffler un tout petit peu. Il y a Monsieur Diabaté qui vit à Abidjan, qui a une question pour toi. Je pense que je vais la poser avant je vais poser la question de Monsieur Diabaté qui est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui demande à Joël, mais Joël, est-ce que parler de l'issue lui-même ne l'aggrave pas, ne le renforce pas? Monsieur Diabaté, Abidjan, Côte d'Ivoire. Est-ce que parler de quoi? De l'issue du phénomène raciste, du racisme, n'aggrave pas le phénomène? Une question d'un auditeur, Monsieur Diabaté. Alors, je voudrais dire à Monsieur Diabaté que, en fait, quand on n'en parle pas, rien ne s'arrange. Et quand on en parle, Monsieur Diabaté, par exemple, dit moi je dis qu'il faut en parler, que si à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, on en parlait, on n'en serait peut-être pas là. On a tellement pris, moi je pense que ce soit les Africains ou les Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais, on a tellement pris qu'on s'est dit voilà, on va se baser sur ce qu'on veut faire, sur notre chemin, on met des œillères et puis on n'écoute pas et on avance, on essaie d'avancer. La tête haute, mais on essaie d'avancer. Absolument. Mais au bout d'un moment, quand les autres voient qu'on ne bouge pas, ça continue. Quand les autres voient qu'on ne bouge pas, rien ne se fait. Mais ils se disent qu'ils sont confortables là dans la situation et voilà, il est clair. On subit et on subit et on subit toujours. Je parlais tout à l'heure de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, mais je peux parler de l'Afrique. Je dis simplement aussi qu'en Afrique, quand on fait des gens rentrer en guerre, des Noirs se battre, alors cette ethnie se bat contre cette ethnie, ce machin, etc. Enfin, tout ça est fomenté par qui? Par qui? Alors attention, je veux pas donner aux pays capitalistes le mauvais rôle tout le temps, parce que moi j'estime que les chefs d'État africains devraient se bouger aussi. Absolument. Il faut arrêter de mettre leur peuple en esclavage. Il faut arrêter. Nous sommes l'avenir. L'Afrique est l'avenir. Absolument. Et je crois que les autres pays du monde, ils le savent, hein, ils le savent, parce qu'ils viennent prendre et ils laissent une Afrique qui est en train de mourir. Je ne parle pas de personnes, des individus qui réussissent tout seuls. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On aimerait que nous, Noirs, qu'on se mette ensemble, qu'on arrête ce truc. Parce que quand on se bat entre nous, les autres rigolent. Absolument. Et justement, ça va être peut-être... je dis à M. Diabaté que parler c'est important. Et que maintenant, ça suffit. Je ne peux plus me taire. Et je sais que plein de gens ne peuvent plus non plus. Il faut parler. Sans haine, mais il faut parler. J'adore la précision. Parler sans haine.
parler Oui, justement sans vibrer de la haine, car si l'on s'exprime en vibrant de la haine, en parlant avec de la haine dans le cœur, on ne peut qu'obtenir le bien. même résultat en retour, car nous sommes le résultat des sentiments et des émotions que nous offrons. C'est clair, on va souffler un tout petit peu, Joël, on va prendre une petite pause et revenir avec toi. J'ai reçu beaucoup de questions en inbox et on va les poser ces auditeurs. Je rappelle à tous et à toutes que nous sommes en compagnie de Joël Ursule sur la voix de l'Afrique. Eh bien, Joël, c'est vrai, est engagé, s'est exprimé pour le bien-être des êtres humains tout court, car pour Joël, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'orange, il y a simplement des êtres humains. Et c'est cela la magie de la voix de l'Afrique. On souffle un tout petit peu avec Joël, quelque chose que tu nous as sorti en 88, issu de l'album Miel, Mal, 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 Mal. Et ça fait pas mal, ça fait du bien. Vous êtes sur la voix de l'Afrique. On écoute. Tout petit, ça fait qu'on fait en main. Ça fait vraiment souffrir, ça fait tourmenter moi. Moi j'ai crié mon Dieu, moi j'ai crié maman. Donne-moi courage pour continuer à rouler. Depuis moi tout petit, c'est comme un cagoulin. Pour moi périphrère, toujours pli, oh. Fais mes yeux en moi, pas toutes tes autres parler. Priez, priez, bon Dieu, priez, priez, maman. Mal, mal, mal. Joël, merci en tout cas d'être là. Quel plaisir d'être avec toi, de partager, de vibrer et surtout d'apprendre, d'éclairer, de motiver, car c'est cela la mission du MDL Show, c'est éclairer, motiver, inspirer, faire en sorte que chaque être humain apprenne à se connaître. Car justement, j'allais dire, Joël, tu sais, quand on se connaît, quand on est conscient de sa valeur, et quand on connaît son histoire, quand on la revisite, on est plus apte à gérer ce genre de situation, une situation dans laquelle on est exposé à du racisme, pour ainsi dire. Et quand on est conscient de sa valeur, on a tendance à réagir plus positivement, plus adroitement, pour ainsi dire. Voilà pourquoi on va revenir à ce phénomène et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris et commencé ce mouvement de prise de conscience de sa valeur. Je suis précis dans les termes. Je vais souvent à Abidjan et quand je suis en Afrique également, le problème, j'ai constaté que nous avons trop avalé sans analyser, sans calculer, sans trop réfléchir, sans poser trop de questions. On a juste accepté. Et du coup, c'est un cycle qui est infernal et qui est difficile à briser. Absolument. Et je me demande, alors on va parler positif encore et toujours là. Comment est-ce qu'on peut briser ce cycle-là d'après toi? Parce que le racisme, j'ai l'impression qu'il est là pour rester, car il a une mission. C'est surtout faire croire que l'un est supérieur à l'autre, car il ne faut pas oublier également, Joël, que le racisme, il existe chez tous les peuples. Il existe même, disons, entre différents groupes ethniques. Donc le racisme, il est un tant soit peu universel. Est-ce qu'il y a, selon toi, une possibilité de l'éradiquer? Car j'ai l'impression que c'est de l'utopie. J'ai l'impression que c'est un phénomène qui est là, qui fait partie du quotidien, de la vie tout court. Oui, tout à fait, tu as raison quand tu dis qu'on est raciste entre nous en Guadeloupe ou en Martinique. Celui-là est chabin, celui-là est plus foncé, celui-là est machin, celui-là de l'argent, celui-là... Voilà, il y a celui-là est laid. Donc voilà, on le fréquente pas pour ce raison. Oui, bien sûr, c'est dans le... Mais est-ce qu'on tue pour ça? Est-ce qu'on... ce racisme-là, est-ce qu'il est vraiment grave? Alors c'est vrai que je le minimise un peu parce que confronté à l'autre,
je suis obligée de le minimiser. Je suis obligée de dire oui, d'accord, il y a ce problème-là. Nous sommes aussi un peu bizarres entre nous, mais est-ce que c'est pas des séquelles? En tout cas pour moi, je pense que pour les Caribéens français, je pense que ce sont des séquelles de l'esclavage. Il y a certains qui réagissent d'une certaine façon. Je pense que il y a des choses qui sont dans l'inconscient et qui sortent comme ça parce que je crois aux séquelles de l'esclavage. Je crois à des choses. En Afrique, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit. En fait, j'étais sur leur réseau social et je répondais à je sais pas, un post qu'il y avait eu. Oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Ouais. qu'est-ce que tu viens faire là, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire là? Parce que t'es mal blanchi, quoi. Ouais, wow. Ok. Eh oui. Et le problème, alors comme moi je connais l'Afrique, Ouais. je me rappelle avoir dit, il y a longtemps, à des amis, quand je suis rentrée, j'étais allée au Burkina Faso, Bénin, Ouais. Zaïre, etc. Ouais. Et j'avais dit, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que j'ai rencontré des Antillais en Afrique, mais ils ne fréquentent pas les Africains. Ben voilà. Ils ne fréquentent pas les Africains, ils fréquentent les Libanais ou les Français, je sais pas, enfin une autre communauté. Et j'en ai même vu une sur une plage avec son fils qui était très clair de peau, enfin métis je suppose, qui était en train de courir sur la plage avec un parasol. Il faut pas qu'il prenne de la couleur. Et ouais, j'ai vu. Voilà J'ai vu. Ben, Alors je peux comprendre que quand un Africain voit ça, soit qu'il choqué. est complètement énervé contre les Antillais. Tout à fait. Mais je veux simplement dire, de la même façon, je mets pas tous les juifs toutes les personnes de confession juive dans le même sac. C'est la même chose que je fais avec les autres. Je mets pas tous les Africains dans le même sac, je mets pas tous les Antillais dans le même sac, je mets pas tous les Blancs dans le même sac. Absolument. Il y a une question également de Miss Soraya qui est à Washington, D.C. Miss Soraya demande à Joël, Joël, selon toi, c'est quoi la part de responsabilité de l'Africain, du Guadeloupéen, du Martiniquais, de l'homme noir tout court dans cette histoire de racisme? Alors, la part de responsabilité, je disais qu'il y a eu un vrai travail, depuis donc l'esclavage, de nous séparer. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, ici, en Guadeloupe, quand on parlait des Africains, mais c'était quelque chose de pas bien. Tout ce qu'on voyait en télé, tout ce qu'on voyait donc de la France, tout ce qu'on voyait, c'était pas bien. L'Africain n'était pas bien. On nous montrait que les Africains en paille. Voilà, on nous montrait pas les autres. Voilà, c'est que ça. Donc en fait, je pense que quand je parlais de séquelles tout à l'heure, je disais que quand nous avons été, l'esclavage a été aboli. Alors je dis bien entre guillemets parce qu'il y a un autre esclavage, on va dire dans la tête, qui a remplacé cet esclavage. Et quand l'esclavage a été aboli dans les Antilles, aux États-Unis encore, il y avait encore de la ségrégation. Donc nous, on avait, je suppose que nos parents, quand ils ont été libres, la seule chose qu'ils ont voulu faire, c'est de ressembler aux Blancs. C'est de ne plus travailler la terre. C'est c'était oublier tout ce qu'ils avaient subi avant. Alors, en Afrique, je dis, pour moi, c'est pareil, moi, je mets une grosse part de responsabilité dans la France. La France pour certains pays africains, parce que la France, tous les pays qui ont eu leur indépendance payent à
la France, on va dire, c'est un impôt, je ne sais pas comment appeler ça, jusqu'à maintenant. Ouais. Haïti a payé, Haïti qui a tellement souffert a encore payé pendant je ne sais pas combien de temps donner de l'argent à la France. Je dis que ce travail a été fait depuis tellement longtemps, fomenté depuis tellement longtemps par tous les esclavagistes. Donc un travail pour nous séparer parce qu'il y a une chose de sûre. Si on était unis, c'est l'Afrique qui serait le premier pays. Si on était unis. Absolument. Premier que de l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui a toutes les ressources, qui a toutes les richesses. Voilà, qu'on vient voler. L'Afrique, pour moi, c'est un grand magasin où tout le monde vient se servir. Et qu'on donne rien au peuple. Donc, pour moi, il faut essayer d'oublier nos différences. Alors quand je parle de différence, un jour j'ai dit dans un poste, je suis indépendantiste, je suis de gauche, je suis de droite, je suis catholique, je suis évangélique. Il faut qu'on puisse réunir tout le monde, même si on est différent pour certaines choses. On a d'autres pensées pour certaines choses. Il faut être ensemble pour nous. Et voilà, pour nos enfants. Et Joël, et voilà justement la raison pour laquelle il faut insister sur apprendre à se connaître. L'Africain doit savoir qui il est. C'est simplement dit, je le dis simplement, mais il ne faut pas compliquer la phrase, la formule. Et sais-tu qui tu es? C'est une question essentielle. Il y a tellement de choses à dire. Il est déjà 21h, passé de 40 minutes, encore 20 minutes à passer avec Joël. Joël, j'ai même plus envie de prendre une pause. Je veux qu'on y aille là tout de suite. Il y a encore une dizaine de questions et on va essayer de répondre rapidement. Alors, il y a Fatim, la sympathique Fatim, qui elle vit dans l'état du Ohio, à Columbus, Ohio. Fatim veut savoir, elle dit, Joël, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, s'il fallait que tu le qualifies. Fatim, Ohio. Ah, si je le qualifie, pour moi, il est, alors je cherche le terme, il est fou, complètement. Le monde est complètement. D'accord. Ce monde est fou. Pour moi, ce monde est fou parce qu'on va à notre perte si on continue comme ça. On va à notre perte. Je parle de tous les humains, on va à notre perte. Et que, oui, ce monde est fou. Complètement dingue. Monsieur Ba, qui lui est dans le Bronx, à New York. Monsieur Ba, dans le Bronx, à New York, demande à Joël, pour Joël, vivre, c'est quoi? Vivre, c'est la liberté. C'est tout ce qui est écrit sur toutes les mairies et les écoles de France, liberté, égalité, fraternité, et ce qu'on fait pas. Alors pour moi, c'est la liberté, c'est la fraternité. Voilà, moi, c'est l'égalité. C'est ça pour moi, vivre en fraternité avec tout le monde. Pour moi, c'est ça, vivre. Et nous allons retrouver la sympathique question de Mariama. Elle est également à New York, mais cette fois à Manhattan, à New York. Mariama veut savoir c'est quoi le plus beau souvenir de Joël Ursule en parlant de... Je lis la question. Ok, Joël, ton plus beau souvenir en parlant bien sûr de ta carrière musicale. Mariam, Manhattan, New York. Mon plus beau souvenir, c'est après l'Eurovision en 90, quand je suis rentrée chez moi en Guadeloupe et que j'étais à 1000 lieues de penser que les gens seraient venus à l'aéroport et j'ai eu un accueil fantastique. Mais vraiment, j'y croyais pas. De toute façon, j'ai mis avant de réaliser tout ce qui se passait, j'ai mis du temps à réaliser tout ça.
un accueil mais fabuleux et je me rappelle d'une chose très précise, c'est que mon manager de l'époque, Freddy Marshall, me dit Joël, tu es obligé de faire un bain full. Quand je vois la foule dehors, je dis t'es sûr? Tu es sûr? Tout le monde était là, quoi. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Il me dit si, il me fait t'inquiète. Et la porte s'ouvre et je rentre comme ça dans la foule et en fait je peux rien contrôler mes bras, les gens alors de chaque côté, les gens me touchent et je me rappelle j'avais des bijoux, bagues en or, bracelets et dans ma tête je me suis dit il va plus rien rester de tout ça. Oui, je vais sacrifier tout ça. Non, j'ai rien perdu. Super, rien perdu. Super, les gens me touchaient. Super. Mais j'ai rien perdu. J'ai gardé tous mes bijoux et je me rappelle. J'ai tellement d'anecdotes sur cette histoire. Wow. Je monte dans une voiture et il y a un mec, un homme qui court à côté du cabriolet dans lequel je suis. Ouais. Et cet homme a des locks. Il est balafré. Ouais. Et il me dit Joël, je t'aime. Oh là là, c'est touchant. Voilà. Pour moi, mon plus beau souvenir, c'est ça. Avec les gens de chez moi, ils ont joué du cas devant la maison de mes parents le soir de mon arrivée. Toute la nuit, ils ont joué du cas. Oh. Et ça, j'oublierai jamais. Je peux pas oublier ça. Je peux pas oublier. Mais voilà, Mariama, justement, l'Eurovision, Joël, c'était extraordinaire en 1990, on se souvient, c'était fantastique. Alors, si je te demandais, Joël, pour toi aujourd'hui, le plus important dans la vie, c'est quoi? Mes filles. J'ai pas compris. Mes filles. Le plus important on les embrasse. Oui, ce sont mes filles. On les embrasse. C'est extraordinaire mais on est fiers de toi et c'est super et on peut déjà les nommer? On peut y aller? Bien sûr. Alors, Iman, c'est l'aîné et Jada, la cadette. Voilà. Iman et Jada. Elles ont 21 et 17 ans. 21-17 ans, vous devez être fiers de maman qui fait plaisir à entendre, maman qui éclaire, qui motive et qui est en train d'encourager toutes les jeunes filles de votre âge, de votre génération et même des générations avant la vôtre, de s'exprimer, d'apprendre à se connaître et de ne plus vivre dans la peur de s'exprimer, mais sans la haine, positivement. Et c'est cela que j'adore dans ce que tu fais, Joël. Tu t'exprimes sans méchanceté, sans aucune haine, mais tu veux simplement que chacun exprime ses sentiments. Je veux le respect pour tous les Noirs du monde. Je veux le respect. Je veux qu'on nous respecte parce que ça, on n'a pas encore gagné. On n'a pas gagné encore. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne pourra résoudre ce problème. On ne pourra pas résoudre ce problème, Joël, on va se comprendre, sans, selon moi, faire attention à ce que je vais dire. J'ai l'impression, encore une fois, que le fait que le noir ait approuvé, un temps soit peu entre guillemets, ait approuvé son importance, sa dignité, et pas les autres races, c'est le piège. J'ai l'impression que c'est un piège. Il y a un piège parce que c'est toujours le noir qui doit se défendre et prouver qu'il a une certaine valeur, qu'il a de la valeur. Voici le piège. Je pense qu'il faut arriver à retourner cela. C'est justement cela. Et ça se passe à Hollywood, dans les films, depuis la naissance, dans les livres d'histoire. Il y a un gros travail à faire et c'est apprendre à se connaître la solution. Un énorme travail à faire. Un énorme travail à faire parce que les livres d'histoire sont faussés pour la plupart. Je disais apprendre à nos enfants depuis la maternelle l'histoire de la traite, c'est important de savoir qui on était, alors
il y a un gros problème chez nous. Alors, je t'explique le problème, c'est que il y a un certain monsieur qui fait une commémoration le 23 mai, donc pour honorer nos ancêtres. Ok. Mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cimetière d'esclaves. On a découvert des sites de cimetières d'esclaves, mais personne n'y va parce qu'on n'a pas été éduqués. Parce qu'on nous a éloignés de l'Afrique. Pour Justement. nous, les gens qui sont enterrés, je sais même pas nous, quoi. Enfin, pour certains, je dis, on n'a pas été éduqués pour ça. Donc, comment on fait pour honorer des gens qu'on ne connaît pas? Justement, Joël, et je voulais simplement dire à ce sujet que nous sommes le fait de nos habitudes. Nous sommes, je dirais même, nous sommes nos habitudes. Nous créons des habitudes et ces habitudes-là, on les crée de par la répétition. Et je pense que c'est le même processus qu'il faudra entamé là déjà et qu'il faudra reprendre pour reprogrammer les esprits, les cerveaux. C'est un phénomène exceptionnel et souvent je l'explique, j'invite tout le monde à visiter mes pages YouTube et tout. Il y aura des émissions spéciales sur cela et j'ai déjà envie de vous dire et je vais le proposer ici à Joël. Joël, il faudra que tu reviennes car on a encore 10 minutes à passer ensemble. J'ai l'impression qu'on a encore, mon Dieu, une Bible à écrire. N'est-ce pas? Et il y a surtout mais oui, mais c'est rapide, c'est on point comme on dit ici, c'est efficace. Et il y a ce jeune Souleymane demande s'il y a la possibilité d'une réunion de toutes les filles du groupe Zouk Machine. Souleymane et qui habite Queens, New York. Non, pardon, il est à Manhattan également. Monsieur Souleymane Ba Souleymane. Eh ben, voilà encore un problème. Voilà encore un problème, c'est que. Oh là là. Moi, j'ai quitté le groupe parce que voilà, pour X raisons. Ouais. Mais pour retrouver ce groupe, le problème, c'est que il y a une des filles qui est devenue évangéliste, qui ne veut plus chanter. D'accord. Ce qu'on chantait avant. Je profite pour dire à Dominique Zorobabel qu'il me semble qu'on ne chantait pas de la pornographie avant et que qu'on chantait des chansons d'amour, mais qu'on chantait aussi des chansons un peu plus nous étions des femmes qui on se battait pour exister, pour qu'on nous voie, pour qu'on se fasse respecter. Bien sûr. Et que le fait juste de dire je ne veux plus chanter ce que j'ai fait avec Zouk Machine, enfin voilà, les chansons de Zouk Machine, pour moi c'est grave, c'est hyper grave. Je serais d'accord pour faire un concert avec Christiane et Dominique. Ça serait tellement beau. Ça serait tellement beau. Enfin, des concerts, mais pas d'album. J'ai pas envie de faire ça. Mais un concert, oui, je serais d'accord moi. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On n'a pas cette mentalité américaine de se dire tiens, on peut faire quelque chose ensemble parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Oh là là, mon Dieu. Et Joël, à ce propos, il n'y a que ça ici, les Boys to Men, c'était pareil, Jodeci, c'était pareil, tous ces groupes de R&B, de hip-hop, dans le temps, se sont retrouvés, et c'était juste même de façon symbolique, mais mon Dieu, ça a fait tâche, c'était énorme, et ça a fait plaisir, il y avait tellement d'émotions, et du coup, il y a beaucoup d'autres choses qui en sont parties, là, c'est symbolique et si cela arrivait, mon Dieu, vous ferez des heureux. Donc, je le dis clairement à toutes les autres, à Dominique, Zorobabel, à Christiane, au Bidel. En répondant à cette question, je reviens au fait de qu'on soit toujours dans des divisions, dans des choses idiotes. Je ne suis pas obligée d'aimer Dominique Zorobabel ou Christiane Bidel. Je dis simplement,
on a fait quelque chose ensemble que tout le monde a aimé. Pourquoi ne pas aujourd'hui, pouvoir monter sur scène pour faire un concert, parce qu'on se ferait plaisir déjà, et on ferait plaisir à beaucoup de personnes. Tout à fait. Mais c'est encore la division. Et en plus, mais voilà. Je trouve encore que pour moi, les religions divisent encore plus. Tu sais, je suis bien placée pour le savoir, puisque mes sœurs sont toutes évangéliques aujourd'hui, et je les vois pas beaucoup. Mais voilà pourquoi il faut apprendre à savoir qui nous sommes, car le bon Dieu, il est amour. Il veut que nous... Et tu sais, Joël, moi, je dis souvent, le bon Dieu, il veut que nous soyons beaux, grands et forts, et que nous utilisions le pouvoir d'imagination qu'il nous a donné pour exister, pour profiter de tous ces beaux cadeaux qu'il nous a donnés. Mais c'est le système préétabli, le système dans lequel nous vivons, et bien sûr... conçu par ceux qui nous ont précédés ici sur cette terre, qui fait qu'il y a toutes ces divisions, de par même les religions, de par tous ces concepts, toutes ces façons de penser, donc ces doctrines. Mais encore une fois, l'espoir il est permis, car il y a des Joël Ursule, il y a eu des Aimé Césaire, il y a des Tikenja Fakoly, mon frère Tikenja que je salue, il y a des Africains, des Africaines. Tikenja Fakoly, j'adore. Je ne connais pas, mais voilà, je l'ai jamais rencontré, je rêve de le rencontrer. Allez, je dis... je lui dirai, et Joël... L'Afrique, j'aimerais faire un duo avec Tikenja. Yes, ça c'est une exclusivité de la voix de l'Afrique. Ben, Tikenja, Joël Ursule, légende vivante de la musique afro-mondiale, sur la voix de l'Afrique, le dit haut et fort. Elle veut faire un duo avec toi. Et mon Dieu, j'ai l'impression que le duo, il est déjà fait. Dans le studio, nous avons Mohamed Diallo, la star des années 2000, donc sur Nostalgie. Celui qui vous embrassait partout. Et qui marchait sur l'eau. Et voilà, et qui marchait sur l'eau. Donc il est là de retour en Côte d'Ivoire, et c'est un énorme plaisir. Il a fait un travail remarquable à Abidjan. You are listening to La Voix de l'Afrique, home of the Mohamed Diallo radio talk show. صوتك يا محمد ديالو وينك يا حبيبي وينك يا عمري سمعني صوتك يا محمد. Scene 1, Apple, take 1. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed Diallo, par exemple. Tu es mon plus jeune frère. Tu m'as bien réussi d'abord, ça c'est vraiment, tu fais du bon boulot. J'ai d'abord félicitations pour ça, parce que vraiment, je suis très content de toi. Nous sommes là pour vous servir. Oui, bien sûr. Nous sommes vos serviteurs, Madilo. Oui. Vous savez, c'est plus vous qui nous rendez service, car sans cette musique, sans ce style musical, on ne peut pas faire de radio.